Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette info, le débat. Ce soir, nous nous intéressons au rôle de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et à sa 27e édition des Ebonies, moment phare pour célébrer l'excellence et l'engagement dans le journalisme ivoirien. Cet échange se tient également en prélude à l'élection du ou de la présidente de l'UNJCI qui interviendra à l'issue du 12e congrès les 13 et 14 février 2026. Pour en discuter, nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, à qui j'adresse mes salutations. Bonsoir Président, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci également pour votre invitation. En face de vous, il y a donc Armand Engourand des Amous, merci d'être avec nous. Bonsoir Kodio, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette info. Merci de nous recevoir. Je tiens à rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs que vous représentez sur ce plateau M. Franck Etienne, qui est donc candidat à la présidence de l'UNJCI. Il faut également signaler que nous avions invité également un représentant de Marie-Laure Ngouran, qui est donc candidate pour cette même élection. Ce représentant-là s'est donc excusé. On va démarrer cette émission et pour commencer, on va revenir aux fondamentaux. M. Jean-Claude Koulibaly, vous êtes président de l'UNJCI. En une phrase claire, qu'est-ce que l'UNJCI aujourd'hui? L'UNJCI, c'est la fêtière de toutes les associations de journalistes et qu'on appelle communément les organisations professionnelles des médias. Et l'Union est née en février 1991. Ça fait maintenant plus de 35 ans que cette union existe, bientôt 35 ans bien entendu que cette union existe. Et c'est une union qui a été créée pour la promotion de la liberté de la presse et pour la défense des droits des journalistes. Et donc, nous sommes au 6e président, si je ne m'abuse. Je suis le 6e président de l'UNJCI dans l'histoire. Avant, il y avait Yao Noël. Ensuite, il y a eu Degoubaï. Ensuite, Honora de Yedaï. Et après Honora de Yedaï, il y a eu Amos Beonao. Et après, Feu Kriwazeli, qui a été élu, mais qui est décédé au cours de son mandat. Et dont le mandat a été achevé par le président Mam Kamara. Et après Mam Kamara, il y a eu Moussa Traoré DMT. Et bien entendu, maintenant, votre serviteur qui préside les destinées de cette... C'est une institution maintenant de cette association qu'on appelle l'UNJCI. Et je pense que l'aventure a été bonne et enrichissante. Et peut-être que nous aurons l'occasion. On aura l'occasion justement d'avoir des détails sur votre gestion de cette union des journalistes de Côte d'Ivoire. Mais pour revenir encore aux fondamentaux, quand on veut parler des journalistes, alors Armand, est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui sont capables de dire qu'ils ont encore confiance aux journalistes du pays? Si vous parlez des Ivoiriens qui doivent avoir confiance aux journalistes du pays, je dirais qu'il faut peut-être faire un sondage ou un micro-trottoir pour s'adresser aux Ivoiriens. Mais pour être honnête intellectuellement, je pense quand même que à l'ère du numérique, le public attend beaucoup des journalistes. Et si nous tenons compte des différentes mutations dans notre société actuelle, nous avons un public qui est de plus en plus exigeant, qui a envie d'avoir de nouvelles choses, de voir autre chose. Donc il y a ce mécanisme qui fait qu'on a l'impression que les journalistes n'en font pas assez. On a aussi l'impression que le public, les Ivoiriens, attendent beaucoup. Mais toujours est-il que les journalistes de Côte d'Ivoire jouent pleinement leur rôle, étant donné que la fonction sociale de la presse, c'est d'informer. Les journalistes continuent d'informer. Ils ont un rôle social à jouer en tant que gardiens de la démocratie, comme on a coutume de le dire. Alors, vous avez présidé justement pendant 2 mandats ces gardiens de la démocratie, comme Armand le définissait tout à l'heure. Votre plus grand succès à la tête de cette union? Je vais dire qu'il y a eu plusieurs succès. Maintenant, il est difficile vraiment de sérier les différents succès et d'en choisir un comme le plus grand. Mais je veux dire tout simplement, ce qui est important, c'est que j'ai fait tout ce que j'ai fait à la tête de l'Union sans calcul personnel. Peut-être ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir défendu vraiment les journalistes, en tout temps et en tout lieu. À quel niveau? Est-ce qu'on peut avoir 2 exemples par exemple? Au niveau, lorsque les journalistes, par exemple, je vais parler de
la période des élections de 2020, où les journalistes étaient devant les tribunaux pour flagrant délit par rapport à certains écrits où il y avait des poursuites en diffamation. Nous étions là. Nous étions à la brigade de recherche avec eux du matin jusqu'au soir, et même devant les juges. Lorsqu'un journaliste, les journalistes ont été interpellés, ou bien interpellés par la gendarmerie ou bien le commissariat, nous étions également là pour soutenir les camarades. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect social. Vous savez que l'UNJCI est une grande famille, où vraiment le président de l'Union fonctionne comme un chef du village qui doit vraiment venir au secours de tout le monde. Je ne vais pas vraiment étaler la misère des uns et des autres ici, mais vraiment, comme vous le savez, eu égard à la paupérisation de notre métier, eu égard au déclassement social aussi qui nous guette dans ce métier, nous avons contribué beaucoup à aider nos camarades, nos amis qui étaient dans la détresse. Je m'arrête là. L'échec que vous retenez sur ces 2 mandats? Le chèque, qui n'est pas forcément de mon fait, parce que on veut bien faire, on veut régler le problème comme il se doit, on veut vraiment apporter beaucoup à la coopération, mais malheureusement, comme je l'ai dit, la coopération est gagnée par la paupérisation. Nous avons beaucoup de soucis avec les entreprises de presse qui aujourd'hui, par exemple, ne fonctionnent pas bien, eu égard à la conjoncture mondiale. Ce n'est pas seulement spécifique à la Côte d'Ivoire. D'accord. Actuellement, toute la presse est dans la creux de la vague, dans le creux de la vague, et c'est très difficile. C'est très difficile en tout cas pour les journalistes aujourd'hui de joindre les 2 bouts. Et en même temps, c'est difficile vraiment de leur offrir ce qu'on appelle les projets structurants, tels que par exemple l'immobilier, où nous avons lancé à l'époque une opération, un journaliste, une maison. Et j'avoue que ça a été ça, véritablement, l'un de mes échecs. En fait, pas des échecs en tant que tels, mais de mes regrets, en fait. De mes regrets parce que il est difficile aujourd'hui à un journaliste, par exemple, d'ouvrir un compte. Ou par exemple, on peut faire ce qu'on appelle des retenues à l'origine, c'est-à-dire faire des ponctions salariales bancaires pour vous permettre vraiment de rentrer dans un projet immobilier. Mais pour le faire, il faut que vous ayez ce qu'on appelle un salaire régulier et qui tombe vraiment de façon consistante, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui a fait capoter vraiment cette opération immobilière qui était l'opération un journaliste, une maison, ou bien l'opération un journaliste, un terrain. Ça a été difficile. On avait même en projet la construction vraiment de la cité de l'UNJCI. Et c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que nous n'avons pas pu le faire. Pour ce qui est par exemple des récompenses, certaines récompenses au niveau de l'Ezeboni, ce qui revient au président et à son conseil a été réglé. Mais comme vous le savez, nous travaillons avec des partenaires qui viennent vraiment avec beaucoup de garanties, mais qui au finish véritablement en réalité ont peut-être cherché véritablement à avoir de la visibilité, mais sans vraiment tenir leur engagement. Nous sommes en train de les poursuivre pour qu'ils puissent véritablement respecter leur engagement. Et ce n'est pas le fait du président que je suis, parce que nous avons fait ce que nous devons faire pour que ceux qui ont été récompensés ou ceux à qui on devait un terrain par-ci ou un terrain par-là, rentrer dans leurs biens. Certains sont rentrés dans leurs biens, mais d'autres encore ne le sont pas, ils sont en attente. Et nous sommes en train de travailler à ce niveau-là. Rappelez-vous une chose, ce n'est pas seulement au bilan ni au mandat de Jean-Claude Koulibaly. C'est quelque chose qui est récurrent à l'Union. Tous les présidents ont plus ou moins vécu cela. Peut-être chercher pour l'avenir vraiment des vraies solutions, des solutions durables pour que cela ne se... Alors, si on veut s'appuyer sur ce que le président dit, ce sont des choses qui ont été récurrentes en fonction des présidents qui se sont succédés. Est-ce que ce n'est pas la raison, finalement, pour laquelle certains journalistes continuent de critiquer l'UNJCI, Armand? Écoutez, vous savez que les critiques vont toujours continuer. La critique est bien aisée, mais il faut bien qu'on se décide un jour. L'UNJCI
est une union. Et à ce titre, une union est une association qui regroupe en son sein des éléments d'une corporation. Aujourd'hui, grâce à l'UNJCI, les journalistes de Côte d'Ivoire ont une fêtière qui est véritablement la boussole essentielle face au pouvoir public, face au gouvernement et face à toute autre institution. Donc à ce titre, pour moi, c'est déjà un combat qui a été gagné par nos pères fondateurs. Je voudrais encore dire merci au passage aux membres fondateurs de l'UNJCI, au premier président Yao Noël, à tous les présidents qui se sont succédés, Honora Deyedagne, Moussa Traoré, Amos Beonao, Fekri Wazeli, le président Jean-Claude Kudbal qui est présent, et même Mme Camara. Et donc, les journalistes vont continuer de critiquer l'UNJCI tant que ce sera une œuvre humaine, parce qu'elle n'est pas parfaite. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre candidat, Franck Etienne... On ne va pas forcément parler du candidat aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Permettez qu'on reste... Étant donné que je représente le candidat Franck Etienne... Permettez, on aura forcément une autre occasion quand le représentant de la candidate, Marilyn Goran, sera sur ce plateau. Je suis sur le plateau à ce titre. Merci. On va parler de la liberté de la presse et de la protection des journalistes. Je reste encore avec vous, cher Armand, sur la protection des journalistes. Aujourd'hui, est-ce qu'un journaliste menacé est capable de dire que oui, je compte sur l'UNJCI? Bien entendu, le président vous a cité des cas, on ne va pas citer des cas, parce que malheureusement, on ne va pas identifier ou citer nommément les personnes. Mais c'est grâce à l'UNJCI aujourd'hui que les journalistes peuvent se tenir debout et faire leur travail correctement. Parce que l'UNJCI, qui est notre union, repose sur ces 4 piliers essentiels. Vous venez donc de citer la protection des journalistes. Mais au-delà, il y a autre chose. Il y a la formation, il y a la mise à niveau des journalistes. À côté de cette formation et de la mise à niveau des journalistes, il y a aussi la promotion de l'excellence. Il faut promouvoir l'excellence. Et je crois que l'UNJCI le fait à travers la célébration des Ébonies. Et puis il y a aussi notre rôle social que nous devons jouer, de sorte à ce qu'il y ait un apaisement d'une manière générale dans le pays, de sorte à ce que nous puissions être en phase avec la politique de développement des différentes autorités. Donc je dois vous dire que les journalistes, comme je l'ai dit, l'UNJCI est une œuvre humaine. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 35 ans d'existence. À 35 ans d'existence, je pense que l'UNJCI a fait montre de son pouvoir et de sa force à pouvoir défendre valablement les journalistes de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Armand. Je reviens toujours sur les droits et la protection des journalistes. Avec vous, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir un exemple, palpable, on n'a pas besoin de citer de nom, mais l'affaire la plus marquante récemment où l'UNJCI a pu défendre un journaliste? Je dirais que, vous savez, c'est difficile de désigner, en tout cas, un fait concret, ou bien un fait où l'Union montre véritablement de son rôle de syndicat, parce que n'oublions pas que l'Union est avant tout un syndicat. C'est vrai que l'Union, dans son évolution, a décidé vraiment de faire du lobbying, d'être le partenaire des autorités de ce pays, mais l'Union est à l'origine un syndicat. Or, ce que j'ai en mémoire, c'est le cas peut-être d'un confrère qui avait été auditionné par la PLCC, c'est-à-dire qu'il avait fait un post, vous voyez, sur sa page Facebook, et je crois sur Twitter, c'était sur Twitter qui est devenu X maintenant, et à la suite de ce post-là, il avait été inquiété un peu à la PLCC, et au moment où nous on pensait qu'après son audition, il devait rentrer chez lui, et il a été en tout cas, je dirais, déféré ce qu'on appelle la police économique, où il avait été écroué. Nous avons protesté, nous avons dit qu'en réalité, nous considérons que le poste qu'il a fait, c'était un teasing dans le cadre d'une enquête qu'il était en train de préparer sur une société bancaire de la place. Et donc, par conséquent, c'était vraiment un acte journalistique qui rentrait dans le cadre
de la dépénalisation des délits par voie de presse. Vous savez que ces délits par voie de presse ont été dépénalisés dans ce pays. Donc en principe, ils ne devaient pas même être écoulés à la police économique. Encore moins inquiété pour cela. Peut-être une audition, et puis voir dans quel sens, si on doit faire par exemple, on doit faire des poursuites judiciaires, mais c'est au niveau peut-être à la limite civile, mais pas au niveau pénal. Et on a dû vraiment batailler auprès du procureur de l'époque pour lui expliquer un peu la nuance et que c'était un peu dangereux. Ça pouvait paraître comme une violation vraiment de la liberté de la presse. Alors, presse. Lorsqu'on fait face à ce genre de difficultés, est-ce que dans ce cas d'espèce, l'UNJCI doit revendiquer ce qu'elle souhaite avoir par des grèves ou par quel genre de mobilisation? Non, d'abord, quand on est saisi, on fait tout pour assister notre camarade qui est vraiment concerné. On fait tout pour l'assister et on veille à ce que ses droits, en tout cas ses droits, soient respectés. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'il faille rentrer en lobbying ou bien en plaidoyer auprès des autorités, on peut le faire aussi. Parce qu'il arrive parfois aussi où le journaliste n'a pas raison, il faut le dire. Le journaliste a enfreint quelque part au code d'éthique et de déontologie, ou bien enfreint tout simplement à la loi. Parce que les deux cadres légaux qui régissent notre métier, c'est le code d'éthique et de déontologie et le cadre réglementaire, c'est-à-dire la loi. C'est ça qui fait que le journalisme en Côte d'Ivoire est encadré. Parce que le journaliste ne peut que exercer son métier dans les limites que lui confèrent ces deux cadres légaux. Et donc, si on se rend compte que le journaliste a enfreint à l'un de ces deux cadres, ou bien les deux cadres légaux, on est obligé, effectivement, de rentrer en lobbying ou en plaidoyer. Alors, Armand, quand on écoute le président parler, on se pose la question de savoir si, finalement, l'UNJCI a réussi à promouvoir la question de l'éthique professionnelle. Mais le rôle même de l'UNJCI à ce sujet, ce n'est pas forcément de promouvoir la question de l'éthique professionnelle. Vous savez que quand vous entrez à l'école de journalisme, il y a ce qu'on appelle le cadre juridique qui vous donne des cours comme les cours d'éthique et de déontologie. L'éthique nous ramène à la morale dans la pratique du métier et la déontologie nous ramène au devoir du journaliste dans la pratique du métier. À ce niveau, chaque journaliste est tenu de respecter le code d'éthique et de déontologie. C'est déjà important. Alors quand le président parle de cadre légal, il y a aussi ça, mais si le cadre légal n'est pas respecté, le journaliste est interpellé. Donc je veux dire, au quotidien, l'UNJCI travaille à valoriser l'image du journaliste ivoirien à travers donc les sensibilisations, à travers donc des interpellations, à travers la promotion, comme vous le dites. Mais nous, journalistes ivoiriens, nous devons faire l'effort de nous inscrire dans ce cadre légal en respectant tout simplement le code d'éthique et de déontologie. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, l'UNJCI ne s'arrête pas seulement à la sensibilisation. L'UNJCI a une longue tradition de formation. Nous rentrons aussi dans la formation avec les différents journalistes. Voyez-vous, nous épousons même, si vous voulez, dans la quête de formation, dans notre temps, dans l'évolution même du métier. Aujourd'hui, on parle par exemple de l'intelligence artificielle, du deepfake par exemple. Et il y a en 2024, non, je crois que c'est l'année dernière même, nous avons procédé à la formation de plus de 500 journalistes en intelligence artificielle pour permettre à ces journalistes-là vraiment d'être des journalistes de leur époque. De se mettre à jour. De leur époque, parce que l'analphabète du XXIe siècle, c'est celui qui ne sait rien de l'intelligence artificielle. Puisque le monde va vite, il y a de l'infobésité, comme on le dit, l'information n'attend pas. La formation aujourd'hui se croque en temps réel et le journaliste doit être au diapason, au risque véritablement d'être un journaliste du passé et dépassé. Donc il est important pour nous vraiment à ce niveau-là de veiller à cela. L'UNJCI, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a la sensibilisation, mais à côté, il y a surtout la formation de nos membres.
et nous veillons à cela. L'année dernière, nous avons fait plus de 10 formations. Les 10 formations avec des organisations internationales telles que la CEDEAO, le CONIA, c'est-à-dire le Conseil international de l'intelligence artificielle. Et il y a eu le Reporters sans frontières. Il y a également l'Expertise France au niveau, par exemple, du changement climatique, qui est un projet du ministère de l'Environnement et du Développement durable, comme on le disait à l'époque. Il y a beaucoup de formations qui se font pour les journalistes. Et même, il y a des formations qui se font à l'extérieur. Par exemple, avec les jeunes journalistes, nous avons un partenariat avec l'Union des journalistes africains, et où tous les 6 mois, nous envoyons des journalistes qui sont dans la tranche d'âge entre 20 et 35 ans en Égypte, auprès d'un mois de formation. Au moment où je vous parle, il y a Venance Aka de l'Inter, qui est en ce moment en formation au Caire, voilà, au compte de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ça vous dit que l'Union, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi la formation, parce que la formation est très, très, très importante. Alors, Président, ça, je ne vous apprends rien. La formation est faite à l'endroit de plusieurs journalistes en Côte d'Ivoire, mais il y a des faits qu'on constate qui, ma foi, gangrènent plus ou moins le secteur. Il s'agit du journalisme alimentaire. Comment est-ce qu'on met fin à cela? Oh non, je pense que, vous savez, il faut séparer 2 choses. Il faut séparer tout ce qui relève de la morale et de l'éducation, et puis tout ce qui relève de la pratique du métier. C'est 2 choses différentes. L'union n'échappe pas à toutes les gangrènes de la société humaine. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Ce n'est pas seulement au niveau des journalistes. Dans ce pays, il y a des journalistes qui pratiquent leur métier avec beaucoup d'honnêteté et d'intégrité, qui le font vraiment dans des conditions difficiles, mais dignement. Voilà. Et il y a des journalistes, naturellement, qui ternissent l'image de notre corporation, de notre métier. Cela arrive, de la même manière, il y a par exemple des policiers qui ne font pas honneur à leur tri. De la même manière, il y a des journalistes. Donc, on va dire certains. Certains. On va dire la corporation. Certains, leur corporation. C'est la même chose. Mais toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des journalistes, je dis bien la plupart des journalistes, font correctement leur travail. Ce qu'on reproche peut-être aux journalistes, c'est de ne pas aller dans le sens de certains et dans le sens d'autres. C'est ce qui est différent. Parce que n'oublions pas que dans tout métier, surtout le métier de journaliste, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, par exemple, c'est la sensibilité. Elle peut être politique, elle peut être sociétale, elle peut être économique, elle peut être sportive, elle peut être, si vous voulez, comment on appelle ça, culturelle, ou même religieuse. Donc, lorsqu'on décide, par exemple, de rentrer dans le moule d'une telle rédaction, on doit véritablement se conformer à ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Maintenant, la ligne éditoriale peut plaire ou ne pas plaire. Ça, c'est clair. Mais ce qu'il faut retenir, notre métier est d'informer. Comme le disait Albert Londres, notre métier n'est ni de plaire ou de déplaire, ni de déplaire. Il faut dire l'information. De plonger la plume dans la plaie. Et c'est ça qui est important. Beaucoup veulent se substituer aux journalistes. De vous fantasmer à travers les journalistes, pensant qu'ils vont les conforter dans leur radicalisme ou bien véritablement dans leur obédience. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de donner l'information. Ok, rien alors, que l'information. à ces brebis galeuses-là, qu'est-ce qui est dédié? Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors moi j'avais envie de savoir ce que vous appelez journaliste alimentaire. Je veux bien savoir. Le président, vous l'avez compris, non? Oui, bien sûr. Bon, en fait, il le dit de façon triviale, mais nous avons compris qu'en réalité, il n'en est rien. Alors, sur le terrain, il y a des journalistes qui sont capables de tendre le micro rien que pour gagner de l'argent, pas forcément pour écrire ce qui est vrai. Oui, c'est celui-là que j'appelle journaliste. D'accord. Alors, ça nous ramène encore au cadre légal de l'exercice de notre métier. Le code d'éthique et de déontologie nous demande d'exercer librement sans avoir à poser ce genre d'actes. Donc, être journaliste, ce n'est pas être, excusez-moi ce terme, un nécessité ou un mendiant.
il faut dire clairement les choses. Comme le président le disait, beaucoup de personnes espèrent que les journalistes les suivent dans leurs obédiences. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres qui sont beaucoup plus radicaux. Alors, entre les fanatiques et ceux qui essaient de raisonner, le journaliste est pratiquement au milieu, celui qui doit éveiller la conscience. Donc les journalistes de Côte d'Ivoire, ils font leur travail comme il se doit, mais il faut comprendre les réalités existentielles. Donc ça veut dire que, si on revient à votre question, pour répondre à cette question, il faut essayer de mettre un dispositif qui permette aux journalistes de vivre de son métier. Et ça, c'est important. Le président parlait tout à l'heure de formation. Qu'est-ce qui doit fermer les écoles, les médias ou l'UNJCI? Il y a toujours la formation continue au sein de l'Union. L'Union repose sur 3 piliers. Depuis sa création, il y a ce qu'on appelle la confraternité, la promotion de la confraternité. Ensuite, il y a la solidarité, qui est le 2e pilier. Et le 3e pilier, c'est la formation. C'est sur ces 3 piliers que s'appuie véritablement l'Union. Donc la formation est quelque chose de central, comme je l'ai dit. À l'école du journalisme, bien entendu, on forme des étudiants à devenir des journalistes ou à exercer le métier de journaliste. Parfois à exercer même le métier de communicateur, de communicant, comme on le dit. Il y a quelqu'un qui a dit récemment, ça c'était le professeur Blé, de communicologue, communicologue, comme il le dit. Mais là, je dis qu'en réalité, c'est une formation académique qui parfois peut-être jure un peu avec la pratique du terrain. Et donc, ce qui fait que nous sommes obligés au niveau de l'UNJCI d'instaurer vraiment ce qu'on appelle la formation continue, de mettre en place vraiment les dispositifs, de mettre en place une stratégie pour permettre à nos camarades d'être toujours à niveau. Parce qu'un journaliste qui n'est pas à niveau, comme je l'ai dit, est un journaliste dépassé. Or, ce qui peut arriver de pire à un journaliste, c'est d'être vraiment dépassé, de ne pas être vraiment au diapason des défis de son époque. C'est pourquoi nous nous battons chaque jour avec des partenaires extérieurs comme au plan interne pour pouvoir amener les journalistes à la formation. Et n'oubliez pas qu'il y a certains de nos camarades qui embrassent ce métier, mais qui ne sont pas passés par la case des écoles de journalisme, qui ont eu soit un bac 3, un bac 4, c'est-à-dire une licence, ou bien un master, comme on le dit, avant c'était une maîtrise chez nous, et qui ont décidé, par exemple, d'intégrer des rédactions pour pouvoir apprendre le métier. Avec ceux-là aussi, il faut vraiment trouver un cadre d'encadrement pour leur permettre vraiment d'aller jusqu'à la perfection dans ce métier, même si ça n'existe pas. C'est un peu ce que nous faisons au niveau de l'UNJCI. D'accord, on a parlé de la formation, mais je veux parler de l'UNJCI, de ses rapports avec l'État de Côte d'Ivoire. Finalement, aujourd'hui, on la sent trop proche ou trop lointaine du pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire? Non, vous avez dit, l'UNJCI est une union. Et à ce titre, l'union se tient à équidistance de l'exercice politique. Donc, si on considère l'UNJCI comme une union, il va sans dire que nous, on joue notre partition. Le président parlait à un moment d'un certain partenariat qui existe justement entre l'UNJCI et le pouvoir. Dans les textes fondateurs de l'UNJCI, c'est bien marqué une association apolitique. D'accord. C'est une association apolitique. C'est comme il a dit, qui est vraiment équidistant des partis politiques. C'est pourquoi l'UNJCI est un creuset où toutes les sensibilités, toutes les obédiences, toutes les couleurs politiques se retrouvent. Cela a été voulu depuis le début, depuis l'origine, par nos pères fondateurs. Parce que, voyez-vous, au printemps de la presse, qu'est-ce qui se passait? Quand la démocratie a commencé ses vagissements en Côte d'Ivoire, il y avait ce qu'on appelait véritablement des répondeurs automatiques. Et les journalistes s'étaient érigés en répondeurs automatiques. Et ils se faisaient véritablement la guerre, une guerre par procuration, par rédaction interposée. Du coup, la confraternité qui devait vraiment prévaloir
comme cela se fait dans tous les pays, dans le monde entier, démocratique d'ailleurs, puisque le journalisme, comme je ne vous apprends rien, est vraiment le moteur de la démocratie. Mais c'était les journalistes qui étaient les primitifs, qui se faisaient la guerre entre eux. Et du coup, il n'y avait pas de confraternité. Donc il fallait vraiment créer un cadre pour ce qu'on appelle colmater les brèches ou bien le tissu qui s'était effiloché. Et c'est ce qui s'est passé avec l'UNJCI. D'où la promotion de la confraternité. Nos pères ont décidé vraiment de créer l'union. Et en créant l'union, ils ont eu l'ingénieuse idée vraiment de faire de l'union un creuset de toutes les sensibilités politiques. Désormais, on ne s'étire plus là-dessus, on n'écrit plus contre le confrère, puisque ça devient ce qu'on appelle un acte ou bien un papier anticonfraternel. D'accord. On décide maintenant, véritablement, certes, de mener les combats par rapport à nos sensibilités et notre idéologie, mais tout en nous rappelant que nous sommes des confrères et que nous devons loyauté et fraternité. Voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a été créée pour que le paysage politique soit apaisé, non seulement au sein des journalistes, mais aussi au niveau de nos décideurs. C'est pourquoi l'Union a glissé vers ce qu'on appelle un lobbying, un partenariat, pas une soumission, pas vraiment qu'on appelle un assujettissement, mais un partenariat vers les décideurs. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu véritablement de se présenter comme un adversaire indécrottable des différents pouvoirs, l'Union dit non, nous sommes véritablement un creuset de sensibilité où toutes les sensibilités se retrouvent, où toutes les expertises véritablement se retrouvent. Nous pouvons apporter notre contribution à l'évolution de la société ivoirienne, nous pouvons apporter notre contribution à l'édification de la nation ivoirienne. Et ce qui a été fait. L'Union a créé ensuite, je peux m'exprimer ainsi, un bras séculier qui est un syndicat qu'on appelle le SYNAPSI, pour mener le combat. Pour mener le combat de façon frontale. Mais l'Union ne peut pas en même temps mener un combat frontal et puis véritablement s'ériguer en un interlocuteur digne et légitime des décideurs. Donc, le SYNAPSI, ou non, sinon l'intersyndical, mène le combat pour vraiment l'évolution de nos droits sociaux, et l'Union vient comme la courroie de transmission, comme une interface pour pouvoir discuter avec les décideurs. Donc c'est quelque chose de bien pensé, mais je le rappelle toujours que l'Union n'en demeure pas moins un mouvement syndical. Alors, je vais aborder une autre question, c'est la question de l'assurance des journalistes de Côte d'Ivoire. Armand, qu'est-ce que les journalistes qui nous suivent doivent savoir sur cette question d'assurance? Parce qu'il nous revient généralement ce que certains journalistes ne sont pas encore assurés dans leurs différents organes de presse. Oui, à ce titre, vous savez que grâce à l'État de Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle l'ASDM. Et il y a aussi notre assurance. Excusez-moi. Vous pouvez prendre de l'eau, allez-y. On a le temps de revenir vers vous, le temps que vous preniez de l'eau. Sur la question de l'assurance, Monsieur le Président de l'UNJCI, qu'est-ce que les journalistes qui nous suivent doivent retenir? Oui, bon, je pense que heureusement que l'Union a créé ce qu'on appelle... L'Union a créé avec le GEPSI, bien entendu. Avec ce qu'on appelle la mutuelle des agents des médias, MS Média, la mutuelle des agents des médias qui fonctionne bien. Et je salue au passage l'État de Côte d'Ivoire qui nous accompagne dans cette belle aventure à travers l'ASDM, l'agence de soutien de développement aux médias, qui nous accompagne dans cette belle aventure, qui nous aide véritablement sinon quand j'ai dit nous, je veux dire qui aide MS Média, c'est-à-dire la mutuelle, à remplir ses engagements, à honorer ses engagements vis-à-vis des journalistes. La mutuelle fonctionne bien. Voilà, c'est 120 000 francs par an pour vraiment en tant que cotisation. D'accord. Et vous avez droit à beaucoup vraiment d'avantages au plan de la couverture sociale. Et je pense que grâce à cette mutuelle-là, nous
nous arrivons vraiment à nous soigner nous-mêmes et à soigner également nos époux et nos enfants. Voilà. Chers téléspectateurs, notre second invité a dû se déplacer pour cause d'un petit malaise. On espère qu'il nous retrouvera d'ici quelques minutes. Voilà pourquoi nous continuons cette émission avec M. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Je poursuis donc mon questionnaire, Monsieur le Président, pour parler de la crédibilité de l'organisation. Finalement, l'UNJCI, elle doit défendre qui en priorité entre les journalistes et les médias? Juste pour comprendre. L'Union, comme son nom l'indique, est une association de journalistes. Donc l'Union, sa priorité, c'est d'abord les journalistes. Ensuite, puisque les journalistes travaillent dans un cadre avec les auxiliaires, ce qu'on appelle les auxiliaires des médias, je vais parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État, ce que la loi appelle aujourd'hui les professionnels de la communication, que sont les monteurs, les infographes, les comptables, tout ce qui travaille dans l'administration, les caméramens, les photographes, les photoreporters, etc. et tout. Nous essayons d'élargir véritablement notre expertise au niveau de la défense des droits, ou bien au niveau social. Et nous allons d'élargir un peu la frontière pour que toutes ces personnes-là soient prises en compte dans nos différentes activités, dans nos différentes actions. C'est ce que nous faisons. Alors, sinon, il faut préciser que l'UNJCI, c'est d'abord les journalistes. C'est d'abord les journalistes. Et justement, c'est une union de journalistes au cœur de laquelle il y a donc des journalistes qui exercent, qui bénéficient d'une carte de presse. Comment est-ce qu'on l'obtient? La CIJP, vous parlez de la carte de l'UNJCI ou bien la carte de la CIJP, déjà pour être journaliste, et la carte de l'UNJCI après. La CIJP, c'est clair, l'État a déjà, je veux dire que l'État de Côte d'Ivoire a donné un cadre légal à la CIJP. La CIJP est délivrée par une commission paritaire. La commission paritaire table sur des critères bien définis. D'accord. Pour être détenteur de la carte d'identité des journalistes professionnels, ce qu'on appelle la CIJP, il faut d'abord avoir un minimum, c'est-à-dire le bac plus 3. Au moins, il faut, ou bien le bac plus 4, il faut ou bien sortir d'une école de journalisme. Quand vous sortez d'une école de journalisme, vous êtes d'office, en tout cas, comment on appelle ça, d'office éligible, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est le cas éligible. Maintenant, si vous avez un bac plus 4 ou bien un bac plus 3, vous êtes obligé d'aller faire dans une rédaction un stage de 2 ans. Un stage de 2 ans dans une rédaction. Après quoi, vous pouvez maintenant postuler à la CIJP, c'est-à-dire à l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel. Parce que si vous n'avez pas fait une école de journaliste pour avoir une licence ou un master, il est clair que vous n'avez pas vraiment appris le métier à la base. Donc, c'est que vous avez le niveau, en ayant un bac plus 3 ou un bac plus 4, mais ce qu'on demande maintenant de faire un stage de 2 ans pour apprendre les b.a.-ba du métier et comment se fait le métier. Et c'est à l'issue de cela maintenant que pour être éligible à la carte d'identité. Alors, Président, on va maintenant passer à ce qui est de la carte d'identité de l'UNJCI, oui. La carte de l'UNJCI, pour avoir la carte de l'UNJCI, il faut être détenteur d'abord de la carte d'identité des journalistes professionnels. Donc la CIJP. La CIJP. Ok. Alors, on va maintenant passer à un événement phare de l'UNJCI, c'est le week-end des Ebonies. Et est-ce que vous pouvez rappeler l'importance de cette 27e édition pour la presse ivoirienne? C'est un rendez-vous beaucoup attendu par les journalistes et même au-delà par nos partenaires et une bonne partie de la population. Parce que c'est le rendez-vous où nous célébrons les meilleurs d'entre nous. Nous célébrons les meilleurs d'entre nous parce que n'oubliez pas que Ebony, c'est l'excellence. C'est l'excellence dans le journalisme. C'est-à-dire que c'est à cette période-là qu'on désigne les meilleurs journalistes, en tout cas de l'année écoulée. Et par-delà le super journaliste, qui est le super Ebony. Et donc, ça veut dire que nous sommes en 2026, ceux qui seront primés, c'est par rapport aux actions posées en 2025. Voilà pourquoi on ne dit pas Ebony 2026. D'accord. Nous sommes en 2026, on ne dit pas Ebony 2026, on dit plutôt Ebony 2025. La 27e édition. Et en cette 27e édition, je pense que tout est déjà pratiquement prêt. Le jury permanent a fini, en tout cas son travail. Le jury a pratiquement fini son travail. Bientôt, ils rentreront dans ce qu'on appelle la nuit de la délibération, puisque le week-end prochain, à Yamoussoukro, nous allons
célébrer les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire que le 6 déjà, nous allons convoyer tous nos camarades à partir de 7h, parce qu'il y aura 2 voyages à partir de la maison de la presse. Ok. À partir de 7h. Le 6, quand je dis le 6, je parle du vendredi. Et à partir de midi, il y aura l'inauguration, après le déjeuner, l'inauguration du village Ebony, où il y aura visite des stands. Après cela, à 14h30, on se retrouve à la fondation Félix Faubagny pour le panel de haut niveau, pour vraiment disséquer le thème de cette année qui est un journalisme responsable pour une nation plus forte. Et nous aurons parmi nos invités le directeur général de la CNPS, qui est notre invité spécial depuis maintenant plusieurs années. Il va nous expliquer un peu comment allier journalisme et business. Parce qu'aujourd'hui, le métier a évolué. C'est un métier prenant, certes, mais aussi coûteux, qui a un coût. Or, aujourd'hui, le coût de production d'un journal ou bien d'une émission ne peut pas être quantifié. Voilà. À cause de la gratuité, ça coûte à cause de la gratuité aujourd'hui du numérique. Parce que sur le numérique, aujourd'hui, dans le numérique, c'est la gratuité. Et le principe est la gratuité. Et le numérique concurrencie fortement, en tout cas, les médias traditionnels que sont la presse écrite, la radio, la télévision, etc. Comment on fait pour trouver des partenaires d'affaires pour pouvoir maintenir ces médias. Et justement, l'UNJCI l'a si bien compris qu'elle s'est trouvée des partenaires pour l'organisation de cette édition des week-ends des Ebony. Pour parler de partenaires, c'est quoi les rôles joués par UTB, Sotra et Rimco Motors dans cette édition? Oui, bon, avant de revenir là-dessus, j'égrène en même temps le programme pour dire qu'après cela, il y a la nuit de la communication le samedi. D'accord. Samedi 7. Et après, ensuite, on termine le week-end des Ebony. Je vous passe un peu les détails. Le week-end des Ebony avec une sortie au domaine Bini, où on prendra un déjeuner sans pète avant de rentrer à la show. Maintenant, pour ce qui concerne les partenaires, sans partenaires, il n'y a pas de week-end des Ebony. Parce que ce sont les partenaires vraiment qui nous aident beaucoup dans cette aventure-là. Rappelez-vous que ça coûte beaucoup, surtout le week-end des Ebony que nous avons vraiment suscité et créé. Parce que je suis le concepteur du week-end des Ebony. Avant, c'était la nuit de la communication. C'était un seul jour, mais nous avons décidé d'en faire un week-end tout simplement parce que nous avons compris que en l'espace d'un week-end, on peut faire beaucoup de choses. Surtout, par exemple, pour débattre autour du thème. Avant, le thème seulement était évoqué dans le discours du président en 3 lignes. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas apporter une bonne contribution à l'évolution un peu de notre nation. Donc il était important pour nous vraiment d'attendre, de trouver un après-midi où on devait débattre pour trouver des pistes de solutions pour aider, pour apporter notre contribution véritablement à la nation. Et c'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi nous avons créé l'espace du week-end. Et donc je pense que cette année, le thème « Un journalisme responsable pour une nation plus forte » colle un peu à l'actualité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, après les élections présidentielles, les élections générales, parce que nous avons eu l'élection présidentielle après les élections législatives, nous pensons que le journaliste a son mot à dire pour continuer ce travail véritablement d'apaisement, ce travail de réconciliation, ce travail vraiment de construction d'une nation, parce qu'il s'agit d'une nation. C'est vrai qu'il y a eu des coups de canif assez durs dans vraiment le manteau de la nation ivoirienne. Et donc, il est important pour nous vraiment d'apporter nos contributions en tant qu'éveilleurs de conscience pour permettre à cette nation-là de se retrouver. Et c'est ce que nous allons faire le vendredi 6 février prochain à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Faubagny, qui est un symbole pour la richesse de la paix. Et je pense que nous allons, avec nos invités, qui sont des universitaires, nos aînés, qui sont vraiment nos seniors, comme on le dit, de grands journalistes qui ont marqué et qui ont marqué l'histoire du journalisme en Côte d'Ivoire et qui ont écrit les plus belles pages de notre profession à la Côte d'Ivoire et notre profession, le journalisme. Il est important de lancer un appel aux uns aux autres. C'est un appel à la mobilisation parce que l'UNJCI est cette fêtière qui fédère tout le monde. En l'union, il y a tout le monde.
Le président de l'UNCI est voté par tout le monde. Et donc il est important, après avoir créé, il faut se recréer. Et cette récréation se fera vraiment à l'espace de ce week-end des Ebony, qui est à sa 27e édition. Je rappelle que le haut patron est le vice-président, M. Kone Melia Timoko. Le parrain est le premier ministre, Robert Begré-Mambé, que nous félicitons au passage. Et que revêt la signification de ces deux présences pour cet événement? Le président des Ebony, c'est toujours le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. M. Amadou Coulibaly. Justement, que signifie la présence de toutes ces personnalités? Bon, ce sont ces personnalités véritablement sont toujours là à nos côtés. Parce que tout ce que les journalistes font touche directement la nation. Le journaliste, comme je l'ai dit, si vous voulez, qu'on appelle communément le quatrième pouvoir, l'oxygène de la démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans journalisme responsable. Il ne peut y avoir de démocratie sans liberté de la presse. Il ne peut y avoir de démocratie sans liberté d'expression. Sans liberté. Et les dépositaires de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, ce sont les journalistes. Je profite de l'occasion pour dire que c'est pourquoi l'État doit trouver vraiment le mécanisme pour aider la presse, comme cela se fait avec les partis politiques. Au même titre que la Constitution dit que les partis politiques sont subventionnés parce qu'ils sont des acteurs, des animateurs de la vie politique, de la démocratie, au même titre, les journalistes n'en sont pas moins. C'est-à-dire les journalistes également sont au cœur de la démocratie. Les historiens du présent sont ceux-là qui écrivent la démocratie, qui animent la démocratie, qui éclairent la démocratie par leurs articles, de par leurs analyses, de par leurs commentaires, de par leurs opinions. Et il est important que l'État vraiment se penche sérieusement sur les journalistes de Côte d'Ivoire qui sont menacés, et je le répète, par le déclassement social. Et on espère que cet appel-là n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Monsieur Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, c'est la dernière question de cette émission. On sait tous que le 12e congrès de l'UNJCI prévu les 13 et 14 février à Abidjan sera donc décisif pour l'avenir de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, mais au-delà même pour la profession tout entière. Quels que soient les résultats, c'est clair qu'il revient à tous les journalistes de s'impliquer. Le message que vous avez à donner à l'ensemble des deux candidats, il s'agit donc de Marie-Laure Ngouran et de M. Franck Etienne. Je dirais tout simplement qu'à l'Union, ce qui prime, c'est la confraternité. Allons à ce congrès dans un esprit confraternel. Nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pourquoi nous appelons entre nous consoeurs, confrères. Et cela ne doit pas être seulement vraiment un vœu pieux, encore moins un slogan en creux. Cela doit être vraiment être porté par le cœur. Cela doit être vraiment dans notre comportement. Cela doit être également dans notre manière d'agir les uns envers les autres. Et donc j'appelle véritablement les deux candidats et bien entendu le staff et leur camp à l'apaisement. Tout va se faire en conformité avec nos tests, en conformité avec les statuts et règlements de l'UNJCI. Le conseil exécutif que je préside va veiller sur la transparence de ces élections, de ces élections qui auront lieu à ce congrès, va veiller sur les différentes étapes, sur la transparence dans les différentes étapes du congrès. Les 13 et 14 février prochains, nous tenons à rassurer les uns les autres que tout va se passer dans la transparence et nous appelons les uns les autres à la paix, à l'apaisement et à l'unité surtout. C'est cela véritablement le message que je veux lancer, en tout cas aux deux camps, tout en espérant que le meilleur gagnera à ce congrès-là. Voilà. Et que la victoire revienne au définitif à l'ensemble des journalistes, à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus vraiment voir des comportements
qui vont, si vous voulez, ternir l'image de l'UNJCI et qui vont emmener les journalistes à être au banc de la société. Nous sommes les éveilleurs de conscience, c'est nous qui donnons, nous qui éveillons les consciences, c'est nous véritablement qui orientons le débat politique, c'est nous qui éclairons les populations, c'est nous qui défendons la veuve et l'orphelin. Nous sommes donc des exemples. Et en tant qu'exemple, nous devons tenir notre rang. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'aller à ce congrès-là avec un esprit de confraternité, un esprit de paix, un esprit d'unité, un esprit de solidarité et surtout un esprit de responsabilité. C'est important. Merci Jean-Claude Coulibaly. Je vais donner la parole, même si on est à la fin de l'émission, à M. Armand Engourand Desamours, qui était sur ce plateau avec nous, mais pour une question de malaise a dû le quitter. Il est de retour. Votre mot de fin, quand on sait que le 13 et le 14 février 2026 se tiendra donc le 12e congrès de l'UNJCI. Alors, je pense que Richard est mon président, c'est lui qui va conclure. Donc moi, je ne parlerai pas de mots de fin, mais je voudrais appeler les uns et les autres, les journalistes de Côte d'Ivoire, à beaucoup de responsabilités. Nous sommes, comme le président l'a dit, les éveilleurs de conscience. Et à ce titre, nous sommes les gardiens de la démocratie. Et une élection de journalistes devrait être l'occasion de partager entre nous les différents programmes que nous avons dans tous les camps. Si nous avons l'habitude de porter des critiques aux politiques, nous sommes à l'épreuve cette fois-ci. Et nous, journalistes, nous devons nous mettre ensemble pour que ce soit du 14 février prochain, le meilleur puisse gagner, le meilleur programme puisse gagner. Et comme je l'ai dit d'entrée, je souhaiterais que ce meilleur soit la liste que mon candidat Franck Etienne conduit. Président, en 30 secondes, votre mot de fin, comme Desamours l'a souhaité. D'abord, remercier la rédaction de cette info pour cette opportunité qui nous a donné d'échanger un peu sur la vie de l'UNJCI et sur le prochain congrès qui aura lieu dans quelques jours. Et dire que il faut avoir l'esprit, l'intérêt supérieur de l'UNJCI. L'UNJCI est une institution assez respectée dans ce pays. C'est une institution que nous ont légué nos pères, c'est une institution que nous ont légué nos dévanciers. Nous devons garder véritablement cette institution intacte. Je l'ai dit toujours, je suis venu, mon prédécesseur m'a certainement peut-être laissé un tabouret. Moi, je laisserai véritablement un fauteuil à mon successeur, quitte à lui véritablement de laisser ce qu'on appelle une chaise royale, vraiment à son successeur. Chacun vient, apporte sa contribution à la tête de l'Union et s'en va. Tout ne peut pas être parfaitement, parce que nous sommes des humains et nous sommes limités. Et dans notre limitation humaine, nous ne pouvons pas véritablement faire les choses totalement à la perfection. Il y a eu beaucoup de choses ont été faites. On aura l'occasion peut-être d'en parler dans une émission spécialement bilan. Mais il y a eu également d'autres choses qui n'ont pas été bien faites. Et je pense que ce qui n'a pas été bien fait, peut-être se fera correctement par celui qui va me succéder. Ou celle qui va vous succéder. Celui ou celle qui va me succéder. Merci beaucoup. Celui ou celle qui va me succéder. Et je tiens à dire une chose. Allons à ces élections avec un esprit apaisé dans l'union et dans la solidarité. C'est ce qui est important. Jean-Claude Coulibaly, merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Engourand Armand, beaucoup de courage, bonne santé à vous. Merci malgré tout d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, il est bon de souligner que l'UNJCI se prépare à un tournant important. Il s'agit donc du renouvellement de ses instances. 2 candidatures sont officiellement déclarées pour la présidence du conseil exécutif. Marie-Laure Engourand, qui entend bâtir une union plus forte et tournée vers l'avenir,
l'avenir, et Franck Etienne qui souhaite engager une modernisation en profondeur des outils de gestion et des modes d'action de l'organisation. Ainsi s'achève donc notre 7 info le débat d'aujourd'hui en rappelant que l'excellence, l'engagement et la solidarité restent les maîtres mots de la presse ivoirienne. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.